Deuxième séance sur 8 du chapitre numéro 7. Pour cette séance, nous allons corriger les exercices 4, 6, 7 et 8, pages 104 et 105 du livre qui sont en rapport avec ce que l'on a fait à la séance précédente, c'est-à-dire les changements d'état. Ensuite, nous regarderons l'activité 2, refroidir ou réchauffer, pages 4 et 5 du livret. Et enfin, on fera le point sur le cours. Maintenant, faisons les exercices ensemble. Donc, vous allez réfléchir quelques instants, essayer de les faire, et ensuite vous regarderez la correction. Donc on y va. Le numéro 4, page 104. Nommer une transformation. Première question, on vous demande de nommer la transformation que subit le sel lorsqu'il est mélangé à l'eau. Deuxième question, de nommer le changement d'état que subit l'eau dans un marais salin. C'est à vous. Mettez sur pause pour répondre à l'exercice. Pour la première question, lorsqu'on met du sel dans de l'eau, celui-ci se dissout. On parle de dissolution. Pour la deuxième question, dans un marais salin, l'eau s'évapore. On a une évaporation. Le changement d'état ici considéré est la vaporisation. Lorsqu'on parle d'évaporation ou d'ébullition, ce sont deux façons différentes d'avoir une vaporisation de l'eau. C'est le même changement d'état. Exercice numéro 6, page 104. Décrire les états physiques. On a mesuré la température au cours du temps lors de la solidification du cyclohexane. Les résultats ont été rassemblés dans le tableau ci-dessous, où on a le temps petit t en minutes et la température notée θ en degrés Celsius. On vous demande de tracer le graphique en représentant l'évolution de la température au cours du temps. Vous pouvez faire ça sur votre ordinateur, sur un papier ou à la calculatrice. Deuxième question, on vous demande d'identifier les états physiques par lesquels passe le cyclohexane au cours du temps. Et enfin, en troisième question, d'expliquer les modifications se produisant à l'échelle microscopique lors du changement d'état. C'est à vous. Mettez sur pause pour réfléchir. Donc voici le graphique qui vous a été demandé, la courbe de solidification du cyclohexane, de la température en fonction du temps, c'est-à-dire la température en degrés Celsius en ordonnée et le temps en minutes en abscisse. Pour la deuxième question, on identifie les états physiques, donc au fur et à mesure que le temps passe. Au début de la courbe, on a uniquement du cyclohexane à l'état liquide, qui va de plus en plus refroidir. Puis lors du plateau, on a en fait apparition du solide, c'est toute l'étape de solidification qui a lieu à température constante. À ce moment-là, on a à la fois du liquide et du solide. Et enfin, à la disparition de la dernière goutte de liquide, la température va recommencer à chuter, notre solide va refroidir. Dans la troisième partie de la courbe, on a uniquement l'état solide. Pour la question 3, pour ce qui est des modifications se produisant à l'échelle microscopique, l'agitation des molécules diminue. Pour passer de l'état liquide à l'état solide, les molécules sont de moins en moins agitées les unes par rapport aux autres et de plus en plus liées les unes aux autres. Le numéro 7, page 104 maintenant. Écrire une équation de changement d'état. L'huile d'olive, essentiellement composée d'acide oléique de formule chimique C18H34O2, se fige lorsqu'elle est placée au réfrigérateur. On vous demande d'écrire l'équation de cette transformation. Vous mettez sur pause et vous répondez à la question. C'est à vous. Je vous laisse vérifier votre équation. Le numéro 8, page 105. Reconnaître l'équation d'une transformation. L'équation écrite ci-dessous est celle d'un changement d'état d'une espèce chimique. Oui ou non, et vous devez justifier votre réponse. L'équation est 2H2 gazeux plus 2O2 gazeux donne 2H2O liquide, soit 2 molécules de dihydrogène gazeux plus une molécule de dioxygène gazeux donne 2 molécules d'eau liquide. On met sur pause et on répond à la question, c'est à vous. Donc la réponse est non. Ici, on n'a pas un changement d'état d'une espèce chimique, puisqu'on voit qu'il y a modification des molécules, et pas seulement
changement de l'état de cette espèce chimique. On n'a pas la même molécule à gauche et à droite de la flèche. À gauche, on a du dihydrogène et du dioxygène. À droite, on a de l'eau. Donc ce n'est pas un changement d'état. C'est une transformation chimique et pas une transformation physique. Les transformations chimiques seront vues dans la suite du cours. Maintenant, passons à l'activité 2, refroidir ou réchauffer, pages 4 et 5 du livret. Les documents de l'activité vont défiler juste après, donc mettez sur pause sur chacun d'entre eux pour en prendre connaissance. Une bonne lecture. Le document 1, le frigo du désert. Le document 2, les chaufferettes dans les gants de ski, avec la vidéo qui va suivre juste après. Le document 3, la chaudière à condensation. Donc dans la première question, on vous demande de recopier et de compléter le tableau ci-dessous en vous aidant du vocabulaire sur les réactions exo- et endothermiques qui vous est donné. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Alors tout d'abord pour le document 1, le nom du système qui subit la transformation physique, c'est l'eau située dans le sable entre les deux Canaries. Le nom de la transformation est l'évaporation. La transformation est ici endothermique. En effet, pour s'évaporer, le système, c'est-à-dire l'eau, a besoin d'énergie. On a donc une variation d'énergie qui est positive. On a donc une transformation endothermique. L'énergie que possède l'eau augmente au détriment de l'énergie possédée par les aliments qui diminue. Les aliments rafraîchissent. Donc pour le document 2 qui parle des chaufferettes dans les gants de ski, le système qui subit la transformation est l'acétate de sodium. La transformation est la cristallisation. Cette transformation dégage de la chaleur, c'est-à-dire que le système, l'acétate de sodium, va perdre de l'énergie. La variation d'énergie pour ce système est donc négative. On a une transformation qui est exothermique. Pour le troisième document, à propos de la chaudière à condensation, le système qui subit la transformation est la vapeur d'eau. Celle-ci se condense, donc la transformation et la condensation, plus particulièrement la liquéfaction. C'est une erreur de langage que de parler de condensation, étant donné que la condensation est le passage de l'état gazeux à l'état solide directement. Pour ce qui est de la transformation, est-elle exothermique ou endothermique? Ici, c'est une transformation qui libère de la chaleur vers le système extérieur, c'est-à-dire que son énergie du système va diminuer, la variation de température est donc négative, on a une réaction qui est exothermique. Deuxième question, comment un verre ou un frigo du désert permet-il de maintenir les aliments au froid? On vous demande de faire 2 phrases et bien sûr vous avez des documents qui vous sont fournis. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Pour s'évaporer, l'eau a besoin d'énergie. En effet, en général, pour vaporiser de l'eau, faire bouillir de l'eau, on la chauffe. Cette énergie, elle la prend dans le milieu extérieur, dans ce qui l'entoure, c'est-à-dire les aliments. Les aliments perdent de l'énergie thermique, de la chaleur qu'ils donnent à l'eau, donc ils refroidissent.
Dans cette troisième question, on vous demande, à l'aide du matériel mis à disposition, c'est-à-dire une canette, du coton et un morceau de tissu, un ventilateur de poche et de l'eau, et des différentes étapes de la démarche de résolution qui vous sont également précisées dans les documents, d'imaginer et de proposer une expérience qui nous permettrait de rafraîchir une canette qui n'a pas été placée au frigo. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Donc la problématique à laquelle il faut que nous répondions, c'est en fait, peut-on reproduire ici le fonctionnement du frigo du désert sur une canette? J'imagine que oui. Donc pour ça, le protocole à utiliser serait d'entourer la canette d'un tissu humide, de la mettre sous le ventilateur pour faire sécher le tissu, évaporer l'eau. Quand le tissu est presque sec, on vérifie la température à l'intérieur. Après avoir mis en place l'expérience, on observe que la température a diminué. On peut donc conclure que l'on peut en effet rafraîchir une canette sans la mettre au frigo électrique, mais dans un frigo type frigo du désert. Pour faire le point de ce qu'on vient de faire dans l'activité, il vous faut maintenant rédiger le grand 1, petit 5, petit a du cours, et pour ça, vous pouvez vous aider de la page 99 de votre livre. Mettez la vidéo sur pause et à vous de faire votre cours. La correction arrivera en suivant. Donc, Quentin, petit 5, on va parler des énergies de changement d'état. Et dans le petit a, on va voir les transformations qui échangent de l'énergie. D'abord, deux définitions. Une transformation exothermique est une transformation pour laquelle l'énergie du système diminue. Cette variation d'énergie est donc négative, ce qui correspond à un transfert d'énergie vers l'extérieur, du système vers l'extérieur. Une transformation endothermique est une transformation pour laquelle l'énergie du système, notée E, augmente. Cette variation, notée delta E, delta pour variation, est donc supérieure à 0, c'est-à-dire positive. Elle provient d'un transfert depuis le milieu extérieur vers le système. Le système reçoit de l'énergie. On vous demandait de compléter le tableau avec des exemples. Donc les transformations exothermiques au niveau des changements d'état sont la solidification, la liquéfaction et la condensation. Pour les transformations endothermiques, c'est-à-dire celles qui doivent recevoir de l'énergie, celles pour lesquelles il faut chauffer, on a en effet la fusion, la vaporisation et la sublimation. Une réaction endothermique, c'est une réaction où on doit chauffer. Une réaction exothermique, c'est une réaction pour laquelle on doit refroidir. S'il y a des questions, c'est sur WhatsApp ou par mail, bien sûr. Sinon, rendez-vous à la prochaine séance.